À 3 heures du matin, le milliardaire entra dans la cuisine et resta figé. La fille de sa femme de ménage lavait la vaisselle en cachette, les mains meurtries et la peur dans les yeux. Elle aurait dû être à l'école, mais elle cachait une vérité pour laquelle elle avait sacrifié son avenir. Lorsqu'il découvrit la raison, une chose devint évidente. Il n'y avait plus de retour en arrière. Abonnez-vous à la chaîne et dites dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. La nuit dans la demeure de Grant Hudson avait toujours la même respiration. Un bourdonnement régulier montait des conduits de chauffage, discret mais constant, comme si la maison elle-même veillait à ne jamais sombrer tout à fait dans le silence. Par moments, un léger déclic provenait du grand hall, là où l'horloge ancienne marquait le temps, avec une précision presque insolente, indifférente aux insomnies humaines. Le bois des escaliers, refroidi par l'air nocturne, se plaignait parfois d'un grincement étouffé, rappelant que même les choses les plus solides finissent quoi par céder sous le poids des heures. Grant Hudson connaissait ces sons par cœur. Ils faisaient partie de son quotidien autant que les chiffres sur les écrans de son bureau ou les cartes du monde constellées de ports, de terminaux et de routes maritimes qu'il contrôlait. Il avait bâti son empire logistique à partir de presque rien, apprenant très tôt à reconnaître les schémas, à anticiper les ruptures, à transformer le chaos en système. Des cargos traversèrent les océans selon ses décisions. Des entrepôts s'ouvraient ou se fermaient en fonction de calculs qu'il effectuait parfois en quelques secondes. Pourtant, malgré cette maîtrise apparente du monde extérieur, une chose lui échappait encore et toujours, le sommeil. Les nuits étaient devenues un territoire hostile, un espace où son esprit refusait d'obéir. Il pouvait négocier avec des gouvernements, imposer des conditions à des conseils d'administration entiers, mais il restait incapable de convaincre son propre corps de s'abandonner au repos. Cette nuit-là, la sensation était différente. La lourdeur ne pesait pas seulement sur ses paupières, elle semblait s'être déposée dans l'air même de la maison, comme si le silence avait pris une consistance inhabituelle. Grant errait dans les couloirs avec cette démarche lente de ceux qui n'attendent de plus vraiment de solution, mais qui cherchent, malgré tout, à tromper l'insomnie par le mouvement. Lorsqu'il passa devant les grandes fenêtres donnant sur le jardin, il ne distingua qu'un reflet sombre de sa silhouette, déformé par le verre. À cet instant précis, l'horloge sonna doucement. 3 coups graves, mesurés, qui se propagèrent dans la demeure comme une onde familière. C'est presque immédiatement après qu'il entendit le son. Au début, il crut à une illusion. Un frottement discret, trop léger pour être inquiétant, trop précis pour appartenir aux bruits habituels de la nuit. Il s'arrêta, tendit l'oreille, cherchant une explication rationnelle. Peut-être une variation dans le système de chauffage, ou un objet mal posé qui réagissait à la température. Mais le son se répéta. Cette fois, Grant identifia clairement le contact fragile du verre contre la pierre, suivi d'un chuchotement humide, régulier, obstiné. Le bruit d'une éponge que l'on presse contre une surface lisse. Il fronça légèrement les sourcils. Dans cette maison, à cette heure-là, ce bruit n'avait pas sa place. La cuisine n'était utilisée que lors des grandes réceptions, lorsque des équipes entières s'y activaient sous la direction de chefs renommés. La nuit, elle restait immobile, presque sacrée dans son inutilité. Le bruit revint, fidèle à son rythme, et cette fois Grant ne chercha plus à l'ignorer. L'anomalie devait être vérifiée, comme toute donnée qui ne correspond pas au modèle attendu. Il se dirigea vers l'aile de la maison où se trouvait la grande cuisine. Ses pas résonnaient faiblement sur le sol, absorbés par l'épaisseur des tapis. Plus il avançait, plus la certitude s'installait. Quelqu'un travaillait. Pas une intrusion violente, pas une tentative de vol, mais une présence discrète, presque honteuse, qui semblait vouloir se fondre dans l'ombre. Arrivé devant la porte, il remarqua qu'elle n'était pas complètement fermée. Une fine ligne de lumière jaune s'en échappait, dessinant une frontière fragile entre le couloir plongé dans la pénombre et l'espace intérieur. Grant poussa doucement la porte. La cuisine apparut d'abord comme une scène figée, irréelle dans son calme. Les grandes surfaces d'acier et de granit reflétaient faiblement la lumière d'une seule lampe allumée au-dessus de la cuisinière. Tout le reste demeurait dans l'obscurité, comme si le monde s'était rétréci à ce cercle lumineux précis. Et dans ce cercle, près de l'évier, se tenait une jeune fille. Elle était trop mince pour sa taille, avec des épaules légèrement voûtées par une tension constante.
Elle lavait la vaisselle avec une application presque désespérée, frottant chaque assiette comme si sa vie dépendait de ce geste répétitif. À côté d'elle s'élevaient des piles de plats et de verres sales, vestiges du dîner somptueux de la veille. Cette accumulation de porcelaine et de cristal, symbole d'une richesse qui ne se salissait jamais vraiment les mains, prenait soudain une autre signification sous ses gestes fatigués. Lorsque Grant appuya sur l'interrupteur principal, la lumière inonda la pièce d'un coup sec. La jeune fille sursauta violemment, serrant contre sa poitrine un verre encore mouillé. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, non pas dans une simple surprise, mais dans une peur profonde, presque animale. Grant remarqua aussitôt ses mains. Elles étaient rouges, gonflées, marquées de petites fissures blanchâtres causées par l'eau brûlante et les produits détergents. Ce n'étaient pas les mains de quelqu'un qui aidait occasionnellement, mais celles de quelqu'un qui avait trop longtemps forcé son corps à obéir. Son visage portait les traces d'un épuisement que même le maquillage n'aurait pas pu dissimuler. Des cernes sombres creusaient de ses yeux, et son regard oscillait entre la honte et l'anticipation d'une conséquence qu'elle redoutait visiblement. Elle portait un tablier trop grand pour elle, visiblement emprunté, et ses cheveux étaient là rassemblés en une queue de cheval mal faite, comme si elle avait eu à peine le temps de les attacher avant de commencer son travail clandestin. Grant n'était pas un homme qui élevait la voix inutilement. Lorsqu'il parla, son ton resta calme, presque neutre, mais chaque mot était choisi avec la précision de quelqu'un habitué à obtenir des réponses. Il lui demanda qui elle était et ce qu'elle faisait là à cette heure. La jeune fille répondit trop vite, comme si elle craignait que le silence ne la trahisse. Elle se présenta comme Kelly Walker, ajoutant aussitôt qu'elle était la fille de Martha Walker, l'une des femmes de ménage de la maison. Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforçait de paraître convaincante. Elle expliqua que sa mère était souffrante, qu'elle s'inquiétait de la vaisselle laissée après le dîner, et que Kelly avait décidé de venir l'aider pour que tout soit prêt avant le matin. Les phrases s'enchaînaient avec une logique trop parfaite, trop répétée, comme une histoire apprise par cœur. Grant l'écoutait sans l'interrompre, observant chaque détail. La manière dont ses doigts se crispaient sur le verre, la façon dont son regard évitait le sien lorsqu'elle mentionnait sa mère, la tension qui ne quittait pas son corps. Son regard glissa alors autour de la pièce. Près de la porte de service, il remarqua un vieux sac à dos, usé par le temps. Ce simple objet jurait avec l'esthétique impeccable de la cuisine. Accroché à la fermeture éclair, un cordon de couleur vive attira son attention. Il reconnut aussitôt ce symbole, un cordon porté par les meilleurs élèves lors des cérémonies de fin d'études. Dans une poche latérale du sac, une petite photo dépassait légèrement. On y distinguait un homme en uniforme militaire, souriant à côté d'une jeune femme. Cette image, figée dans un autre temps, semblait raconter une histoire que Kelly n'avait pas mentionnée. Rien ne collait. Une adolescente capable d'obtenir de telles distinctions scolaires ne passait pas ses nuits à laver de la vaisselle dans une maison qui n'était pas la sienne, à moins qu'une raison bien plus grave ne l'y contraigne. Grant sentit une tension familière se former en lui. Cette sensation qui précédait toujours la découverte d'une vérité dissimulée derrière des apparences soigneusement entretenues. Il finit par dire que la vaisselle serait terminée le lendemain, que ce n'était pas son rôle, et qu'elle devait rentrer chez elle pour se reposer. Kelly tenta de protester, expliquant que ce n'était rien, qu'elle pouvait finir rapidement. Dans sa logique, laisser une tâche inachevée semblait impensable, comme si cela risquait de provoquer des conséquences bien pires que la fatigue. Pourtant, face à l'insistance calme de Grant, elle céda. Elle retira le tablier encore humide, attrapa son sac à dos et se dirigea vers la sortie sans un mot de plus. La porte de service se referma doucement derrière elle, laissant la cuisine à nouveau vide. Le bruit de l'éponge avait cessé, mais le silence qui suivit n'avait rien de reposant. Grant resta immobile un long moment, entouré par les surfaces impeccables et la lumière crue. Cette nuit-là, l'insomnie ne lui parut plus être une simple habitude. Elle prenait la forme d'un avertissement, d'un signal qu'il ne pouvait pas ignorer. Il quitta finalement la cuisine, mais l'image des mains rouges de la jeune fille et de son regard inquiet l'accompagna jusqu'à l'aube, annonçant déjà que cette rencontre n'était que le début de quelque chose qu'il ne pourrait plus contrôler. L'aube se leva sur la demeure sans apporter le moindre soulagement. Grant Hudson n'avait pas fermé l'œil. Lorsque la lumière grise du matin filtra à travers les rideaux épais,
Elle ne dissipa pas les images de la nuit. Elle les rendit au contraire plus nettes, plus insistantes. Le bruit de l'éponge sur la porcelaine, la raideur du dos de la jeune fille, la rougeur de ses mains semblaient désormais gravées dans sa mémoire avec une précision presque douloureuse. Il connaissait cette sensation. Elle apparaissait toujours lorsque quelque chose échappait à son contrôle, lorsqu'un détail isolé refusait de se fondre dans le schéma général et exigeait d'être compris. Il se leva tôt, bien avant que la maison ne s'anime. Son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'un homme fatigué, mais ce n'était pas la fatigue ordinaire des nuits les trop courtes. C'était une tension plus profonde, un sentiment diffus que la scène de la cuisine n'était pas un incident mineur, mais le symptôme visible d'une réalité bien plus lourde. Grant n'était pas un homme qui agissait sur une impulsion émotionnelle. Il avait appris à transformer l'inquiétude en action structurée, à répondre aux intuitions par des faits. Cette fois encore, il suivit ce réflexe. Il convoqua Owen Pierce dès les premières heures de la matinée. Owen était depuis longtemps plus qu'un simple gestionnaire. Il connaissait chaque recoin de la maison, chaque membre du personnel, chaque règle tacite qui permettait à l'ensemble de fonctionner sans heurts. Discret, méthodique, il incarnait cette forme d'ordre silencieux sur laquelle Grant s'appuyait depuis des années. Lorsque Owen entra dans le bureau, il remarqua aussitôt l'expression fermée de Grant et comprit que la demande ne serait pas banale. Grant lui expliqua brièvement la situation sans s'attarder sur les détails émotionnels. Il parla de la jeune fille trouvée dans la cuisine, de son nom, de sa mère. Il demanda des informations précises, complètes, sans approximation. Il voulait tout savoir sur Martha Walker et sur sa fille Kelly, leur situation professionnelle, leur parcours, l'école de Kelly, ses absences éventuelles, toute anomalie récente. Il ne s'agissait pas de curiosité malsaine, mais d'une nécessité presque stratégique. Grant avait besoin de comprendre ce qu'il avait vu pour décider de la suite. Owen acquiesça sans poser de questions inutiles. Il savait reconnaître ces moments où l'efficacité comptait plus que les explications. Il quitta le bureau en silence, laissant Grant seul avec ses pensées. Le reste de la matinée se déroula comme à l'accoutumée, du moins en apparence. Des appels furent l'eau passée, des dossiers examinés, des décisions prises. Pourtant, derrière chaque geste, l'esprit de Grant revenait sans cesse à la même image. La cuisine n'était plus seulement une pièce de sa maison, elle était devenue le point de départ d'une interrogation qui remettait en cause son sentiment de maîtrise. L'attente dura toute la journée. Grant avait souvent vécu des situations où le temps semblait suspendu, mais rarement avec une telle intensité. Chaque heure qui passait renforçait l'idée que la vérité qu'Owen allait rapporter ne serait pas simple. Lorsqu'enfin, en fin d'après-midi, Owen frappa à la porte du bureau, Grant sentit une crispation familière se former dans sa poitrine. Il l'invita à entrer sans un mot. Owen posa une mince chemise cartonnée sur le bureau. Elle était étonnamment légère, presque insignifiante par son volume. Mais l'expression de son visage trahissait le poids de son contenu. Il commença par les faits les plus simples. Kelly Walker n'était pas une élève ordinaire. Elle figurait parmi les meilleures de son district, avec des résultats exceptionnels et une constance remarquable. Ses enseignants la décrivaient comme disciplinée, brillante, discrète. Elle avait été sélectionnée pour un programme national réservé aux meilleurs élèves, avec à la clé une bourse confirmée pour un établissement universitaire prestigieux. Grant écoutait en silence, sentant peu à peu la première fissure se former dans le récit que Kelly avait tenté de lui offrir la nuit précédente. Owen poursuivit. Depuis près d'un mois, Kelly n'avait quasiment plus fréquenté l'école. Les absences s'étaient accumulées au point d'alerter l'administration. Des tentatives de contact avaient été faites, mais le numéro de téléphone communiqué par la famille était hors service. Les courriers envoyés étaient restés sans réponse. Officiellement, la situation devenait problématique, presque inquiétante. Pour Grant, ces éléments confirmaient ce qu'il avait déjà pressenti. Une élève aussi investie ne disparaît pas sans raison. La raison apparut dans les pages suivantes. Martha Walker n'était pas simplement fatiguée ou souffrante comme Kelly l'avait affirmé. Elle était atteinte d'une maladie auto-immune sévère, entrée récemment dans une phase agressive. Les rapports médicaux faisaient état de douleurs chroniques, de crises aiguës, d'une perte progressive de mobilité. Le traitement nécessaire était complexe et coûteux. Une assurance de base couvrait à peine une fraction des frais. Le médicament principal, indispensable à la stabilisation de son état,
représentait une dépense mensuelle écrasante pour un foyer aux revenus modestes. Grant sentit ses tempes se serrer. Owen expliqua que Martha avait perdu une seconde source de revenus en raison de son état de santé. Les absences répétées, la faiblesse physique, l'incapacité à tenir des horaires stricts avaient conduit à un licenciement discret. Ce détail éclairait soudain l'ensemble de la situation. Le téléphone coupé n'était pas un signe de négligence, mais une mesure désespérée pour réduire des dépenses devenues insoutenables. Chaque décision de cette famille semblait être un choix entre deux nécessités vitales. Mais le plus difficile restait à venir. Owen expliqua que Kelly ne se contentait pas d'aider occasionnellement sa mère. Elle avait pris sur elle une part croissante de ses responsabilités professionnelles, veillant à ce que le travail soit effectué sans attirer l'attention. Elle s'était également trouvé un emploi de nuit dans un établissement ouvert 24 heures sur 24. Un de ces cafés anonymes où l'on ne pose pas de questions tant que le service est assuré. Les revenus qu'elle en tirait servaient presque exclusivement à financer le traitement de sa mère. Le jour, elle restait auprès de Martha, prête à intervenir en cas de crise, sacrifiant peu à peu son avenir scolaire à la survie immédiate de leur foyer. Grant ferma les yeux un instant. Les absences scolaires, la fatigue extrême, la présence nocturne dans sa cuisine prenaient désormais un sens implacable. Ce que l'école qualifiait de manquement était en réalité une veille permanente auprès de la maladie. Kelly avait transformé sa vie d'adolescente en une succession de responsabilités d'adulte, sans plainte, sans témoin. Le dernier document de la chemise changea encore la perspective. Il s'agissait de la photo aperçue dans le sac à dos, accompagnée d'une courte notice. L'homme en uniforme se nommait Daniel Walker. Il avait servi comme capitaine dans une unité aéroportée, avait été décoré à plusieurs reprises et était décédé des années auparavant. Il était le père de Martha, le grand-père de Kelly. Grant s'arrêta net lorsque ses yeux tombèrent sur la mention de l'unité. Il connaissait ce nom. Trop bien. C'était la même unité où son frère aîné avait servi. Celle-là même qu'il avait engloutie pendant la guerre, laissant derrière elle un vide que Grant n'avait jamais vraiment comblé. Ce n'était pas une coïncidence anodine. Le passé qu'il avait tenté de compartimenter venait de se superposer à la réalité présente de cette famille. Il comprit soudain pourquoi cette histoire le touchait si profondément. Ce n'était pas seulement la détresse d'une employée et de sa fille. C'était une continuité, une chaîne invisible reliant des sacrifices anciens à des souffrances actuelles. Le regard de Kelly dans la cuisine, son acharnement silencieux, prenait une dimension presque personnelle. Grant remercia Owen et le laissa partir. Il resta longtemps seul, les mains posées sur le bureau, incapable de reprendre immédiatement ses activités habituelles. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que les chiffres et les contrats ne suffiraient pas à résoudre ce qui se présentait devant lui. La vérité était désormais trop claire pour être ignorée. Il ne s'agissait plus d'une anomalie à analyser, mais d'une situation humaine exigeant une réponse. Sans consulter son agenda, sans déléguer cette fois la tâche, Grant prit les clés de sa voiture. Il avait noté l'adresse indiquée dans le dossier. Un immeuble gris dans un quartier qu'il n'avait aucune raison de fréquenter d'ordinaire. En quittant la propriété, il eut la certitude étrange de franchir une frontière invisible. La nuit précédente avait ouvert une brèche. La journée venait d'y plonger toute la lumière nécessaire pour qu'il ne puisse plus faire demi-tour. Le trajet jusqu'à l'adresse indiquée dans le dossier d'Owen se déroula presque sans que Grant Hudson en prenne pleinement conscience. La ville changeait autour de lui, imperceptiblement d'abord, puis de façon de plus en plus nette. Les avenues larges et soigneusement entretenues laissèrent place à des rues plus étroites, bordées d'immeubles fatigués, dont les façades semblaient porter les traces accumulées de compromis et de renoncements. Grant avait parcouru le monde entier, mais il existait toujours ces zones qu'il traversait rarement, non par ignorance, mais parce que rien, dans sa vie ordonnée, ne l'y appelait, jusqu'à maintenant. Il gara sa voiture devant un bâtiment gris, sans caractère, dont l'entrée était marquée par une porte métallique cabossée. À l'intérieur, un ascenseur ancien gémissait à chaque montée, comme s'il protestait contre l'effort qu'on lui demandait encore. L'odeur de nourriture bon marché flottait dans la cage d'escalier, mêlée à celle du produit de nettoyage bon marché. Chaque étage semblait raconter une histoire similaire, faite de vies serrées les unes contre les autres, séparées par des murs trop fins pour contenir les soucis. L'appartement de Martha Walker était petit,
mais d'une propreté presque obstinée. Rien n'y débordait, comme si chaque objet avait été soigneusement placé pour masquer l'exiguïté de l'espace. Cette rigueur donnait l'impression que l'ordre n'était pas un confort, mais une nécessité vitale, un dernier rempart contre le chaos. Grant remarqua immédiatement le froid. Pas un froid brutal, mais une fraîcheur persistante, celle que l'on accepte quand on calcule chaque dépense liée au chauffage. Martha se tenait près de la table, appuyée sur un déambulateur. Elle semblait plus fragile encore que Grant ne l'avait imaginé à la lecture du dossier. Son visage était tiré, ses traits marqués par une fatigue ancienne, et ses mains trahissaient une douleur constante qu'elle tentait de dissimuler derrière une dignité silencieuse. Lorsqu'elle le reconnut, une lueur d'inquiétude traversa son regard. Elle savait pourquoi il était là, même s'il n'avait pas encore prononcé un mot. Elle parla la première, cherchant à justifier, à expliquer avant même qu'une accusation ne soit formulée. Elle minimisait son état, parlait de mauvais moments passagers, de fatigue ordinaire. Grant l'écoutait sans l'interrompre, mais il voyait ce que les mots tentèrent de cacher. Chaque mouvement de Martha était mesuré, comme si son corps refusait désormais de lui obéir sans protester. Sur la table, plusieurs enveloppes étaient empilées avec soin. Il n'eut pas besoin de les ouvrir pour comprendre. Les factures et les avis de paiement formaient un décor familier, celui de la pression constante que l'on ne montre jamais à l'extérieur. Lorsqu'il demanda où se trouvait Kelly, la résistance de Martha céda légèrement. Elle détourna le regard, puis répondit d'une voix plus basse. Kelly travaillait, encore. Une nouvelle nuit dans un café ouvert sans interruption, près de la route principale, là où les clients ne restent jamais longtemps et où les employés deviennent invisibles à force de répétition. Il y avait dans cette réponse une résignation douloureuse, mais aussi une culpabilité profonde. Martha savait que sa fille payait pour son silence et pour sa maladie. Grant n'insista pas davantage. Il quitta l'appartement avec la certitude que chaque minute comptait. Le café se trouvait à quelques kilomètres seulement, mais la route lui sembla interminable. Lorsqu'il arriva, l'enseigne lumineuse projetait une clarté agressive sur le parking presque vide. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, saturée par l'odeur de graisse et de café brûlé. Les tables étaient là collantes, les banquettes usées, et le bruit constant des conversations fatiguées formait un fond sonore oppressant. Grant s'installa dans un coin, tentant de se fondre dans le décor malgré l'évidence de sa différence. Son regard balaya la salle jusqu'à ce qu'il la voie. Kelly portait un uniforme trop large, marqué du nom de quelqu'un d'autre. Ses gestes étaient mécaniques, précis, dénués de toute énergie superflue. Elle se déplaçait entre les tables comme une ombre, concentrée sur sa tâche, comme si s'arrêter un instant risquait de tout faire s'effondrer. Lorsqu'elle le remarqua, ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son visage se vida de toute couleur. Le plateau qu'elle tenait trembla, puis glissa de ses mains. Le bruit de la vaisselle brisée résonna dans le café avec une violence disproportionnée. Les conversations se turent un instant, remplacées par des regards curieux, parfois agacés. Le responsable du service intervint immédiatement. Sa voix sèche, accusatrice, déversant reproches et menaces, sans se soucier du visage décomposé de la jeune fille. Kelly restait immobile, les yeux fixés sur les éclats de verre au sol, comme si chaque morceau reflétait son propre échec. Elle s'excusait, encore et encore, d'une voix presque inaudible. Grant se leva alors. Il paya les dégâts sans discuter, sans négocier, coupant court à toute tentative de prolonger l'humiliation. Son geste fut simple, mais définitif. Il posa une main ferme sur l'épaule de Kelly et l'invita à le suivre. Il n'y avait dans sa voix ni colère ni jugement, seulement une certitude qui ne laissait pas de place à la contestation. Dans la voiture, le silence s'installa immédiatement. Kelly fixait ses mains, tremblantes, où une fine coupure laissait perler du sang. Grant s'arrêta sur le bas-côté, sortit une trousse de premier secours et nettoya la plaie avec des gestes calmes, presque routiniers. Ce contact, dépourvu de toute condescendance, sembla fissurer quelque chose en elle. Les mots sortirent alors, désordonnés, chargés d'émotion. Elle parla de la peur constante de perdre sa mère, des lettres qu'elle avait trouvées, des montants impossibles à réunir. Elle raconta la nuit où Martha s'était effondrée sous la douleur, le sentiment d'urgence qui l'avait poussée à agir sans réfléchir. Elle expliqua comment l'école, les prix, les projets d'avenir avaient soudain perdu toute importance face à la réalité brute de la maladie.
Elle avoua avoir coupé le téléphone elle-même, par honte et par crainte que quelqu'un ne découvre leur situation et n'enlève à sa mère le peu de stabilité qu'il leur restait. Grant l'écoutait sans l'interrompre. Il ne cherchait pas à corriger ni à consoler par des promesses vides. Il comprenait désormais que Kelly n'avait pas fait un choix héroïque par goût du sacrifice, mais par nécessité. Elle avait simplement pris sur elle ce que personne d'autre ne faisait. Ils retournèrent ensemble à l'appartement de Martha. Lorsqu'elle les vit entrer, la mère pâlit, s'attendant au pire. Elle s'excusa immédiatement, tenta de se justifier, prête à accepter n'importe quelle conséquence. La honte emplissait la pièce, épaisse, presque tangible. Grant parla alors, calmement, clairement. Il ne venait pas pour reprocher, ni pour punir. Il était venu parce que ce qui se passait ne pouvait plus continuer ainsi. Martha fondit en larmes, non pas de soulagement, mais de culpabilité. Elle comprenait enfin l'ampleur de ce que sa fille avait enduré en silence. Kelly, pour la première fois depuis longtemps, ne tenta pas de minimiser ou de cacher. Elle resta simplement là, épuisée, laissant la vérité exister entre elles, sans filtre. Lorsque Grant quitta l'appartement ce soir-là, la situation n'était pas encore résolue. Rien n'avait été officiellement réglé, aucune décision concrète n'avait été annoncée. Pourtant, quelque chose avait changé de manière irréversible. Le silence qui entourait la maladie et le sacrifice de Kelly venait d'être brisé. Et Grant savait, avec une certitude tranquille, que la suite exigerait des actes à la hauteur de cette vérité enfin révélée. La nuit qui suivit ne fut pas silencieuse, mais elle ne fut plus écrasante. Lorsque Grant Hudson quitta l'immeuble gris et rejoignit sa voiture, il emporta avec lui autre chose que le poids d'une situation non résolue. Il emporta une certitude. Celle que laisser les choses suivre leur cours naturel équivaudrait à une forme de violence. Ce qu'il avait vu, entendu et compris ne pouvait pas être refermé comme un dossier parmi d'autres. La frontière avait été franchie. Désormais, il ne s'agissait plus d'observer ou d'analyser, mais d'agir. Dès le lendemain matin, Grant entra dans ce qu'il appelait intérieurement le mode d'urgence. C'était le même état d'esprit qu'il adoptait lorsqu'une chaîne logistique mondiale se trouvait menacée par une rupture imprévue. La différence, cette fois, tenait au fait que les chiffres représentaient des corps et que chaque retard se traduisait en douleur bien réelle. Il contacta un centre médical spécialisé situé dans une grande ville voisine, réputé pour son traitement des maladies auto-immunes complexes. Les rendez-vous furent obtenus rapidement, non pas par pression ostentatoire, mais parce qu'il savait à qui parler et comment présenter les choses sans détour. Martha fut admise pour une série complète d'examens. Les trajets furent organisés, les médicaments sécurisés, les prescriptions renouvelées sans interruption. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne dut pas choisir entre soulager sa douleur et régler une facture. Les services essentiels furent rétablis dans son appartement, le chauffage fonctionna sans arrière-pensée, le téléphone fut reconnecté. Grant ne fit pas de discours. Il n'exigea ni gratitude ni reconnaissance. Chaque décision était prise avec la même sobriété que celle qu'il appliquait à ses affaires. Pour lui, il ne s'agissait pas de générosité, mais de réparer une défaillance évidente du système humain. Parallèlement, il confia à Owen la gestion du volet scolaire. Les contacts avec l'établissement furent établis, la situation expliquée sans dramatisation, mais avec une clarté qui ne laissait pas place au doute. Les absences de Kelly furent requalifiées en conséquence d'une crise médicale familiale. Des solutions furent trouvées pour rattraper les examens manqués, réintégrer le programme académique et préserver la bourse déjà accordée. Rien ne fut présenté comme une faveur. Tout fut traité comme ce que c'était réellement. Une correction nécessaire face à une injustice silencieuse. Pour Kelly, accepter cette aide ne fut pas immédiat. Elle avait vécu trop longtemps dans l'idée que relâcher la vigilance équivalait à mettre sa mère en danger. Revenir à l'école lui donna l'impression étrange de trahir le combat qu'elle menait chaque nuit. Les premiers jours, elle restait tendue, incapable de se détendre complètement. Pourtant, peu à peu, quelque chose changea. Elle réalisa qu'être présente en classe ne signifiait pas abandonner sa mère, mais lui offrir une chance supplémentaire. Une chance qu'elle n'aurait jamais pu créer seule. Martha, de son côté, découvrait une autre forme de fatigue. Une fatigue différente. Plus douce, celle qui vient lorsque l'angoisse permanente commence à se dissiper. Les traitements n'étaient pas miraculeux,
La douleur ne disparaissait pas entièrement, mais elle cessait de dominer chaque instant. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans se réveiller en sursaut, persuadée que le lendemain serait pire que la veille. Dans ce nouvel équilibre fragile, elle commença à mesurer l'ampleur du sacrifice que sa fille avait consenti, et cette prise de conscience la bouleversait autant qu'elle la renforçait. Les semaines passèrent. L'appartement se transforma subtilement, non pas par des changements spectaculaires, mais par une accumulation de détails. La table n'était plus envahie de lettres non ouvertes. Le réfrigérateur n'était plus un rappel constant de restrictions. La vie reprenait une forme plus humaine, moins calculée, moins défensive. Grant observait ces évolutions sans s'imposer. Il restait présent, attentif, mais jamais envahissant, conscient que l'autonomie retrouvée faisait partie intégrante de la guérison. Le jour de la remise des diplômes arriva comme une évidence. Kelly monta sur scène avec le cordon d'excellence autour du cou, le même qui avait autrefois pendu inutilement à la fermeture éclair de son sac, témoin silencieux d'un avenir suspendu. Dans la salle, Martha était assise, encore marquée par la maladie, mais droite, fière, pleinement présente. Grant se tenait un peu en retrait, refusant instinctivement toute place centrale. Ce jour-là n'était pas le sien. Lorsque Kelly prit la parole, elle ne récita pas un discours appris. Elle parla avec une sincérité désarmante, de choix impossibles, de nuits sans sommeil, de décisions prises par amour plutôt que par ambition. Elle expliqua que certains abandonnent leurs rêves non par faiblesse, mais parce qu'ils se retrouvent seuls face à une urgence que personne ne voit. Elle parla de la responsabilité collective que l'on oublie trop souvent et du fait que la bonté n'est pas une émotion abstraite, mais un acte concret, précis, qui engage celui qui l'accomplit. Les mots résonnèrent longtemps après la fin de la cérémonie. Pour Grant, ils confirmèrent quelque chose qu'il ressentait confusément depuis la nuit de la cuisine. Sa réussite, son pouvoir, son influence n'avaient de valeur que s'il servait à rompre ce type de chaînes invisibles. Quelques semaines plus tard, il se replongea dans des archives personnelles. Il retrouva un fonds créé autrefois par sa mère, destiné à soutenir les familles de soldats de l'unité où avait servi son frère. Le fonds avait été laissé à l'abandon, non par manque de moyens, mais par manque de temps et d'attention. Il décida de le réactiver, de lui donner une structure claire et une mission précise. Soutenir les enfants et les petits-enfants de vétérans confrontés à des crises silencieuses, celles qui n'apparaissent dans aucun rapport officiel. Lorsqu'il proposa à Martha de participer à la direction du projet, elle crut d'abord à une erreur. Elle ne se voyait pas à ce poste. Mais Grant savait exactement pourquoi il la choisissait. Elle connaissait la honte de demander, la peur de déranger, la dignité que l'on tente de préserver quand tout s'effondre. Personne n'était plus légitime qu'elle. À la fin de l'été, Kelly se prépara à partir pour l'université. Le départ ne fut pas théâtral. Il se fit dans une atmosphère de retenue, presque de pudeur. Grant lui remit un ordinateur pour ses études et une petite photo encadrée représentant 2 jeunes soldats. Son grand-père et son frère. 2 vies liées par un passé commun qui, des décennies plus tard, avaient contribué à sauver un avenir. Lorsque la voiture disparut au bout de la rue, Grant et Martha restèrent un moment immobiles devant l'immeuble. Ils ne parlaient pas, mais le silence n'avait plus rien de pesant. Il était chargé de compréhension mutuelle. Grant réalisa alors que toute sa vie avait été consacrée à tenter de maîtriser ce qui ne pouvait être changé, le passé, les pertes, les erreurs. Désormais, il savait qu'il existait une autre forme de responsabilité, celle de payer ses dettes non pas en regardant en arrière, mais en ouvrant des chemins vers l'avant. Cette nuit-là, de retour dans sa demeure, le silence l'accueillit différemment. Il n'était plus un vide à combler, mais un espace enfin habitable. Grant se coucha et pour la première fois depuis des années, il s'endormit sans lutter, avec la sensation rare et profonde d'avoir fait exactement ce que la vie attendait de lui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. La suite sera encore plus dure et plus inattendue. Ouvrez la section des autres vidéos sur la chaîne. Vous y trouverez des histoires qui changent la façon de voir les gens autour de soi. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de soutien ou d'espoir en ce moment. Parfois, un seul visionnage peut changer une journée. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Je lis tout.